Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, on va parler d'un sujet plutôt sérieux. On va parler, vous savez, du papillomavirus qui transmet aux jeunes filles, quelquefois, pas tout le temps, le cancer du col de l'utérus. L'ARS a lancé une campagne de vaccination des jeunes filles. On va faire le point avec le docteur Maxime Jean. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi le papillomavirus ? En fait, le papillomavirus, c'est un virus qui ne donne pas de symptômes particuliers quand on en est porteur, d'où le risque d'évolution des lésions en cancer. Ce virus, dans un certain nombre de cas, il est éliminé par le corps humain après une transmission, sans faire de symptômes donc, et sans donner de maladie particulière au final. Dans un certain nombre de cas, le virus va impliquer un certain nombre de petites lésions, typiquement en effet sur le col de l'utérus chez les femmes, mais pas exclusivement. On peut en avoir aussi dans la gorge ou dans d'autres endroits du corps. Et ces lésions, petit à petit, très lentement et sans faire de bruit initialement, vont évoluer vers une maladie, donc un cancer. Un cancer donc typiquement du col de l'utérus qui est le plus fréquent, mais aussi le cancer de la gorge, le cancer anal par exemple. Après une évolution de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et c'est un virus qu'on attrape comment ? Alors c'est un virus, alors il y a beaucoup de papillomavirus, mais il y en a certains seulement qui vont donner des cancers. Et ceux qui donnent des cancers sont transmis par voie sexuelle. Donc on peut presque considérer que le cancer du col de l'utérus est un cancer sexuellement transmis. Alors on dit souvent que c'est les bon, de toute façon en même temps le cancer du col de l'utérus, c'est les jeunes femmes qui l'ont, ou les femmes plus simplement. Pourtant les garçons peuvent être, c'est eux qui transmettent en réalité. Comment entre les deux, femmes, garçons, filles, comment ça se passe ? Comme je le disais, c'est un virus qui classiquement ne donne pas de symptômes quand on en est porteur. Donc en effet, les hommes et les femmes très souvent portent le virus. Une étude récente a prouvé que près de 75% des hommes étaient porteurs du virus et donc participaient à la transmission sans le savoir, encore une fois. Une proportion au moins équivalente de femmes également héberge le virus et le transmettent donc à l'occasion de rapports sexuels. Non protégés. Non protégés. On parle de vaccination. Contre ce risque. Vous avez d'ailleurs lancé l'année dernière, pendant l'année scolaire, une campagne de vaccination dans les écoles. Donc c'est pas une fatalité, si on se vaccine, on ne l'attrapera pas. Si on se vaccine, on ne l'attrape pas et on ne le transmet pas. Et au final, il n'y a pas de cancer. L'Australie a réussi, en ayant mené une campagne très, très intense de vaccination contre le papillomavirus, a réussi à quasiment éliminer l'avènement de cancer dû au papillomavirus. Et du coup, nous, ici à Mayotte, on en est où de cette campagne de vaccination ? Alors à Mayotte, vous vous souvenez que l'année dernière, on a organisé une grande campagne de rattrapage vaccinal en milieu scolaire. Oui. Classiquement pour le tétanos, la diphtérie, dont on voyait que le nombre de cas augmentait sur le territoire, alors qu'à côté, la couverture vaccinale était catastrophique. On a profité du fait d'être dans les collèges où sont scolarisés des élèves qui ont justement l'âge auquel est indiquée la vaccination contre le papillomavirus. On a profité de ce passage dans les collèges pour, en plus de ces vaccinations qu'on avait mises en place, de proposer la vaccination contre le papillomavirus. Alors ça ne doit pas quand même être hyper facile de convaincre les familles, parce qu'on est quand même dans un sujet tabou de la société mahoraise, le sexe, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a eu de l'adhésion, vous avez eu des autorisations des familles pour vacciner les jeunes filles ? Très honnêtement, c'est une appréhension qu'on avait. Toutes les familles ont reçu une notice d'explication, donc des vaccins qu'on allait mettre en place, à la fois, donc encore une fois, sur diphtérie, tétanos, polio, mais également sur le papillomavirus. Et on a eu la surprise de constater que l'adhésion était majeure, à la fois de la part des familles qui signaient donc l'autorisation pour réaliser cette vaccination, que celle des jeunes collégiens qui également avaient tout à fait adhéré à cette proposition, au point que si l'autorisation n'était pas signée le lundi, ils revenaient le vendredi avec l'autorisation signée pour ne pas louper l'occasion de se faire vacciner. Donc on peut vacciner filles et garçons ? On doit vacciner filles et garçons. À la fois pour protéger l'un et l'autre de la transmission, parce qu'une personne qui est vaccinée, c'est quelqu'un qui ne transmet plus, mais aussi pour éviter d'être malade, parce qu'on parle beaucoup en effet du cancer du col de l'utérus chez la femme, et c'est l'extrême majorité du nombre de cas de cancer induits par le papillomavirus, mais un certain nombre d'hommes également peuvent développer des lésions de cancer dues à ce virus. Donc c'est essentiel de pouvoir vacciner les deux.
autre question. Il faut avoir quel âge? Faut-il avoir commencé sa vie sexuelle ou pas? Comment le protocole vaccinal est défini? Alors c'est une vaccination qui est indiquée à partir de l'âge de 11 ans. D'où l'intérêt de vacciner au collège où sont majoritairement scolarisés les jeunes de 11 ans. Jusqu'à 14 ans, le protocole recommande 2 doses d'injection. Au-delà, en effet, il est recommandé pour essayer de restimuler ce système immunitaire qui aurait peut-être déjà été mis en présence du papillomavirus, de rajouter chez les plus grands une 3e dose de vaccin pour essayer de développer le plus possible d'anticorps, de défense contre le virus, si jamais il avait dû déjà être transmis à l'occasion d'un rapport sexuel antérieur. Vous allez renouveler cette campagne tous les ans. Quelle est l'idée, la stratégie qui va être la vôtre par rapport au papillomavirus? Alors 2 choses. C'est une vaccination donc, qui nécessite 2 doses. On a fait la première dose l'année précédente. On va être amené à réaliser d'ici le mois de décembre la 2e injection de ceux qui ont reçu leur première dose. À côté de cette opération assez innovante et singulière en France, on va être amené à de nouveau proposer une vaccination contre le papillomavirus en milieu scolaire. Vous avez vu qu'il y a quelques mois, le président de la République a émis la recommandation et même la demande à ce que cette vaccination soit proposée systématiquement chaque année aux collégiens en classe de 5e. Donc cette opération qu'on a menée avant les annonces du président de la République, parce qu'on sentait que sur le territoire de Mayotte en particulier, le poids de la maladie due à papillomavirus était extrêmement important. Cette opération qui était quelque chose de singulier va devenir quelque chose de récurrent et de régulier sur le territoire pour que globalement tous les élèves qui passent par la classe de 5e aient au moins une proposition de vaccination, qu'elle soit acceptée ou pas. Mais en tout cas, il y aura une proposition de vaccination récurrente et systématique à tous les élèves de 5e, ce qui fait que si dans le parcours de soins habituel, le médecin traitant ne proposait pas ce vaccin, qu'il y ait au moins une proposition de vaccin à l'ensemble des collégiens scolarisés qui passent par la 5e. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient 17, 18, 20 ans et qui se disent « Ah ben non, je ne savais pas, mais j'aimerais être vacciné moi aussi », comment ces personnes font? Alors là, il y a un autre travail aussi qui est en train d'être mis en place parce que c'est une vaccination qui coûte très cher. Pour les assurés sociaux qui n'auraient pas de prise en charge mutuelle, il y a une certaine somme assez conséquente à sortir par les familles. Pour les personnes qui ne sont pas affiliées également, il y a beaucoup d'argent à donner à la pharmacie. Donc il y a tout un travail qui est fait pour essayer d'élargir la proposition de vaccination pour que tout le monde puisse en bénéficier. Vous savez qu'en ce moment, au niveau national, depuis quelques mois et quelques années, désormais, la capacité et les compétences vaccinales des professionnels de santé est en train d'augmenter de façon significative. On peut être vacciné en pharmacie, les infirmiers maintenant peuvent vacciner les vaccins du calendrier vaccinal. Le papillomavirus est une vaccination qui est inscrit dans le calendrier vaccinal. Donc le travail qu'on est en train de mener maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que partout sur le territoire, on soit en mesure de recevoir une prescription et une injection de ce vaccin. À n'importe quel âge, on peut se faire, en dehors de la campagne que vous menez, à n'importe quel âge, on peut se faire vacciner. Globalement, même si on est prêt à payer le vaccin. Globalement, si on est exposé de façon trop récurrente ou trop de fois au papillomavirus, il n'y a plus trop d'intérêt à vacciner contre le papillomavirus. Donc c'est vraiment une vaccination du jeune adolescent, typiquement avant l'entrée dans sa vie sexuelle ou dans les quelques années qui suivent le début de la vie sexuelle. On estime qu'à 19-20 ans ou dans certains cas 25 ans, on peut vacciner jusqu'à 25 ans, 26 ans dans certains cas. Au-delà, c'est plus la peine. Et comment on se diagnostique? Parce que vous l'avez dit, c'est à l'occasion de rapports sexuels non protégés, mais comment on sait qu'on est porteur, pas porteur? Alors, il n'y a pas de dépistage du papillomavirus en lui-même, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de traitement. Donc dépister un agent infectieux contre lequel on n'a pas de traitement ne servirait pas à grand-chose à part avoir des conduites extrêmement sévères ces personnes. Donc on ne peut pas dépister le papillomavirus. Pour autant, les femmes ont une indication de réalisation d'un frottis cervico-vaginal. Vous savez, tous les 2 ans, on dit il faut aller faire son frottis. Le frottis va repérer, lui, par contre, s'il y a du papillomavirus. Le frottis va repérer les conséquences initiales du papillomavirus avant que cette lésion ne devienne un cancer. La stratégie de dépistage du cancer du col chez la femme par frottis cervico-vaginal, c'est vraiment de trouver les premiers impacts
les premières conséquences du virus sur le col avant que ça devienne un cancer. Et à ce moment-là, on enlève cette petite lésion lésée, cette petite partie lésée, et après, il n'y a plus de cancer qui se développe. Donc en fait, si on n'a pas eu l'occasion de se vacciner, quand on fait son suivi gynécologique régulier, on peut prendre les décisions correctes pour ne pas être malade. Mais c'est tout à fait le principe de cette grande opération de dépistage du cancer chez la femme. Et en effet, c'est pas anecdotique dans la vie d'une femme. Il faut absolument être récurrent et régulier dans la planification de la réalisation de cet examen. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de cancers qui soient accessibles à la fois à la prévention ou à un dépistage ultra précoce pour éviter que ça dégénère en cancer. Le cancer du col de l'utérus à papillomavirus est vraiment ce modèle de cancer qu'on peut prévenir par la vaccination, ce cancer qu'on peut retrouver, dépister, diagnostiquer très en amont avant qu'il devienne une lésion de cancer. Et donc c'est un cancer qu'on peut très largement éviter et qu'on devrait pouvoir éviter. Donc si je comprends bien, on se vaccine. Si on ne se vaccine pas, on fait son suivi. Si on a un problème, on se soigne et on peut ne pas mourir du cancer du col de l'utérus en réalité, si on est sérieux. On devrait ne pas mourir du cancer du cancer de col de l'utérus. Alors après, vous savez, il y a peut-être parfois des cancers qui sont plus agressifs les uns que les autres, donc c'est pas une généralité absolument absolue. Mais ce qui est certain, c'est que l'extrême majorité des cas de cancer de col de l'utérus pourraient être évités. Encore une fois, soit par la vaccination, soit par un dépistage précoce des lésions dites précancéreuses. Peut-être qu'il y a aussi un autre moyen d'éviter le papillomavirus et d'autres maladies sexuellement transmissibles, c'est peut-être aussi d'avoir des rapports sexuels protégés. Oui, alors sachant que la transmission du papillomavirus est un peu moins... La prévention de la transmission est un peu moins puissante, je dirais, que pour les autres IST, comme le VIH ou l'hépatite B ou l'hépatite C ou la syphilis. Ici, à Mayotte, les rapports sexuels protégés, c'est quelque chose de fréquent, c'est pas fréquent. On n'en parle finalement jamais. On oublie de rappeler que quand on ne connaît pas la personne, il faut protéger les rapports sexuels. Les rapports sexuels non protégés à Mayotte, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et qui se manifeste particulièrement par le nombre très important c'est un terme pas très élégant, mais c'est le terme qui circule de chaude pisse. Vous savez, on parle beaucoup de chaude pisse à Mayotte. On a presque l'impression même parfois que pour un adolescent, c'est initiatique et qu'il devient un homme parce qu'il a eu une chaude pisse. Super. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement embêtant parce que un certain nombre d'IST peuvent être traités par des antibiotiques. Alors donc les infections à gonocoque, à chlamydia ou la syphilis peuvent être accessibles à un traitement antibiotique et outre le risque de transmission à l'autre, après en termes de santé individuelle, une fois qu'on est traité, on est guéri. Pour autant, un certain nombre d'autres maladies ne sont pas accessibles à un traitement curatif. Je pense évidemment en premier lieu à l'infection par le VIH, dont le nombre de cas cette année semble augmenter de façon significative, ou également l'hépatite B. Alors il y a eu un gros effort de vaccination contre l'hépatite B à Mayotte, mais on est un des territoires où il y a le plus de personnes qui est porteur de cette hépatite B aiguë. Ces maladies-là ne sont pas accessibles à un traitement curatif et une fois qu'on est infecté, on est infecté à vie et on prend un traitement à vie. On a l'impression que dans les années 90-2000, ce sont des maladies, particulièrement le VIH, qu'on évoquait très régulièrement dans les médias, dans la presse et puis dans la vie des familles. Mais on a l'impression que c'est une maladie maintenant, ce sont des maladies desquelles on ne parle plus, des maladies qui ne font plus peur. Et pour autant, dans la vraie vie, on se rend compte que le nombre de cas augmente. Le nombre d'infections à gonocoque et à chlamydia est absolument majeur sur le territoire. Et le nombre de nouvelles infections par le VIH augmente de façon dangereuse. Oui. Et donc, où ici, à Mayotte, les jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent peuvent trouver des préservatifs parce qu'ils voudraient protéger leur rapport sexuel, mais quelquefois, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas. Alors déjà, tous les établissements du centre hospitalier de Mayotte ont à disposition des préservatifs gratuits. Donc ce sont les CMR. Les CMR, les dispensaires, on peut avoir un accès à un préservatif au sein du centre y compris au CHM. Oui, bien sûr. Alors évidemment, particulièrement dans le service des consultations de médecine, qui est le service qui suit les patients infectés par le VIH, mais aussi au centre de dépistage, au premier étage du bâtiment de Jacaranda. Et après, il y a un gros travail qui est réalisé par les associatifs, par les associations donc, de prévention et de lutte contre les IST,
qui met à disposition des préservatifs, alors à l'université, dans les établissements scolaires, dans les collèges, lycées, à l'infirmerie scolaire, on peut être en mesure d'avoir accès à un préservatif. Dans les pharmacies, alors là évidemment ce serait payant. C'est payant. C'est 1 euro je crois maintenant, non? Je n'ai pas les chiffres en tête exact. Et après, dans les sièges, sinon, des différentes associations. Alors, je pense en particulier à Narikem Sada, Famou Maïcha, ou toutes ces associations historiques de lutte contre les IST et d'accompagnement des patients affectés. Bon, et il n'en reste pas moins que le meilleur moyen de ne pas être malade, c'est d'utiliser des préservatifs. C'est d'utiliser les préservatifs et c'est de se faire dépister. Et j'en profite parce que la culture du dépistage des IST n'est pas majeure sur le territoire. Évidemment, j'ai évoqué la chaude-pisse, qui est une infection sexuellement transmissible et qui a des symptômes. Un certain nombre d'autres maladies n'ont pas de symptômes. Quand on n'a pas de symptômes, on ne va pas se faire dépister. Quand on ne fait pas dépister, on transmet. Donc, lutter contre les IST, c'est éviter la transmission, effectivement, par le port de préservatif. C'est se dépister pour ne pas concourir à la transmission de l'infection. Et c'est se traiter également, voilà, pour ne pas transmettre à son ou sa partenaire. Merci beaucoup, Maxime Jean, de toutes ces précisions. Je pense que c'était très utile de rappeler tout ça. Merci. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.